Bonjour, très bon réveil à vous tous, excellente matinée. Je suis encore une fois heureuse de vous retrouver comme chaque dimanche matin avec toutes les rubriques habituelles du dimanche, à savoir, dans un tout petit moment, nous aurons à parler sport avec notre ami donc de la sportive Ramzi Mohamdi qui sera parmi nous pour nous donner l'actualité sportive de cette semaine, ce week-end et surtout ce qui nous attend aussi pour toute cette semaine. Nous aurons également à recevoir Samira Hadjahmar dans sa rubrique Écume et patrimoine. Aujourd'hui, dans sa rubrique, elle nous emmènera du côté de Tougourt, une très belle région aussi à découvrir absolument à travers son tissage réputé aujourd'hui qui fait la fierté donc de notre pays, le savoir-faire, la broderie typique de la région de Tougourt. Nous aurons également Yazid Mahidine dans sa rubrique So. Il viendra nous parler de tout ce qui a marqué aussi cette semaine, tout ce qui l'a attiré l'œil de Yazid à travers donc cette actualité. Et puis Fella Benour dans sa rubrique Nos Algériens donc de l'étranger. Elle viendra aussi nous donner toutes les nouvelles concernant notre communauté établie à l'étranger. Nos invités aussi seront aussi deux. On aura le plaisir donc de recevoir l'artiste pianiste Yanis Taleb, qui est donc un surdoué donc, au niveau donc, du piano. Le piano, pour nous parler donc, de son spectacle qui aura lieu le 29 à l'Opéra d'Alger. Il viendra nous parler de son programme. Et puis, une rencontre de nombreux coachs qui ont décidé de faire une journée pour se retrouver et faire aussi du coaching, une journée particulière. Voilà, c'est tout le programme qu'on a choisi pour vous. J'espère que vous allez l'apprécier. Restez avec nous jusqu'à 9h30 et on vous laisse tout de suite en musique avec cette belle voix donc de Sofiane Bachali, Shahlet Lahyani. On se retrouve juste après. يا للهاني ونعيد لك ما جرى بيا والقلب واش غبنو ونعيد لك ما جرى بيا والقلب واش غبنو قولوا شهرت العياني واللي غرامها مطاني اقهرني وبكاني الولف كيف سهل والفراق ما قدرت عنه الولف كيف سهل والفراق ما قدرت عنه كواني وحبك اسكن سكاني واليوم علاش خلاني حتى تحيت مخطوف وجميع السرار بانو حتى تحيت مخطوف وجميع السرار بانو شحال اسهرت ليالي وانا وحيد وحداني والدمعة نهرت عياني أنا جرابية ما جرى القيس في زمانه أنا جرابية ما جرى القيس في زمانه يا ويل اللي عاداني بلا سبب غير شفاني بعد ما سعيت وسعاني ضحيت كي طير الحاصل ما عرفت باب سجنو ضحيت كي طير الحاصل ما عرفت باب سجنو والفي واللي يهواني تما قلت بالعاني تما قوة نيراني عرفت ما نرجع ويا مشيانو عرفت ما نرجع ويا مشيانو
C'était donc Sofiane Bachali. On lui passe un grand bonjour et j'espère qu'on aura l'occasion de le recevoir, pourquoi pas, un de ces jours sur notre plateau, lui qui vit à l'étranger. Eh bien, on le reçoit comme chaque dimanche matin avec nous, Ramzi Mohamdi. Bonjour. Bonjour Ahmed. Comment ça va? Très très bien. Très Froidement, bien. mais très bien. Froidement, bien c'est normal, c'est la saison, C'est il la faut saison. accepter bien sûr les températures basses et on va revoir aussi en tout cas un beau manteau neigeux bientôt sur les hauteurs, Oui, Inch'Allah. on l'a vu. Ça a commencé sur tout déjà. le territoire national, Bouira, Sétif, Tout à fait. Déa. Tout à fait, tout à fait. Eh bien, on va tout de suite parler de sport et de nouveautés juste après cela. Alors, Ramzi, vous nous avez habitués à de bonnes nouvelles. Chaque dimanche matin, on a de bonnes nouvelles. Oui. Cette fois-ci, c'est dans la boxe. C'est dans la boxe. C'est une très très bonne nouvelle. Oui. La jeune boxeuse algérienne Ishraq Chaïb a décroché pas une médaille. Après avoir décroché la médaille aux Jeux islamiques, une médaille d'or, Oui. elle décroche maintenant une ceinture WBO. C'est la catégorie, c'est la catégorie reine chez les dames, une organisation mondiale, Oui. à seulement 24 Reconnue. ans. Reconnue. Voilà. Et c'est une première pour nous. Hein. Oui. Et pour l'Afrique, on la voit en On va image. voir, elle boxe. Ouais. Face à l'Indienne Rani Devi, une victoire majeure à seulement 24 ans. Ouais. L'Indienne est classée 30e mondiale. On la voit boxer avec. On vous laisse apprécier. Il faut dire aussi que la fille de Constantine, elle est rentrée avec le Kalako, Ouais. très représentatif. On la voit là. hein. Oui. Ouais. Lors de. Ça lors de aussi sa à la victoire. victoire. Lors de la victoire, elle confirme Avec ouais, la ceinture. avec la ceinture, Fièrement portée. fièrement portée. Ouais. Oui, C'est super. super. Et l'objectif maintenant, c'est quoi? C'est les Jeux méditerranéens 2026, où on espère qu'elle décrochera d'autres médailles en or, et surtout les JO qui approchent à grands pas. Exactement. Les JO qui approchent à grands pas. Donc les Jeux méditerranéens en 2026 et les JO en 2028, c'est cela? C'est cela où on espère qu'elle décrochera, comme Iman Khalif l'a fait à Paris, Ouais. une nouvelle médaille d'or pour la boxe féminine. Féminine algérienne et la boxe féminine se démarque en ce moment et grâce à Imen peut-être que ça a Oui. insufflé de nouvelles Oui. vocations et une nouvelle envie donc de gagner aussi. C'est une locomotive, il faut pas l'oublier. Maintenant, Ishraq Chaïb est dans la lumière. On attendait qu'elle gravisse les échelons et Ouais. qu'elle décroche d'autres médailles, d'autres succès. Ouais. On va l'écouter d'ailleurs s'exprimer sur Très bien. sur On cette l'écoute. victoire. On l'écoute. Alhamdulillah, j'ai pu décrocher l'or aux Jeux islamiques. C'est grâce à mon coach Nasser Rifsah que j'ai pu aussi décrocher cette ceinture WBO. C'est le fruit de plusieurs sacrifices. Alhamdulillah, je suis très heureuse et je dédie cette victoire à mon pays, l'Algérie. Nous sommes les héritiers de nos glorieux chouhada. Voilà, Aouled November. Elle insiste parce que sa victoire, elle l'a eue durant le mois de novembre. Donc elle répète encore en disant que ce sont des enfants de novembre. Oui, tous les Algériens sont imprégnés par le 1er novembre, par la victoire contre l'occupant français. Et si vous avez remarqué, elle était vêtue d'un kalako. D'une veste tout à fait représentant le Karako de Constantine. De Constantine. Elle représente sa région, elle représente l'Algérie et en même temps fière donc d'être algérienne. C'est une fierté pour nous, pour tous les Algériens, les Bravo Constantinois. en tout cas hein, Bravo pour elle, hein. cette championne aujourd'hui, une nouvelle championne. Une Nous nouvelle avons une championne. nouvelle championne. On aura aussi l'occasion de la suivre, j'espère. J'espère. Oui. Dans d'autres combats et dans d'autres Il circonstances. faudra qu'elle continue à travailler. Elle va Oui. travailler C'est beaucoup dur, hein. d'ailleurs. La boxe, c'est dur. entraînements. Hein. On reçoit des coups et on donne des coups, mais quand on reçoit, c'est très difficile. Il faut encaisser, il faut savoir Ouais. encaisser. Il faut savoir encaisser. Voilà, on va parler cette fois-ci Oui. donc du championnat d'Algérie, 12e journée cette fois-ci. 12e journée c'est une journée, comme on dit, à rallonge, Oui. qui a débuté mercredi dernier avec plusieurs matchs, dans l'USMA qui a fait un match nul à Mostaganem, le Paradou qui a gagné contre la Lanterne Rouge d'Arbayed et Khenchela qui a étrié Sawara 3-0 et Akbou qui s'est imposé face à l'AS Sochlef. On voit les deux buts, le premier but, très beau but d'ailleurs.
Ce sont donc des footballeurs heureux de Oui, leur victoire. Oui, oui. On voit le premier but, le replay, très beau but. Ouais. Il faut dire que Akbou continue de gagner et Sheriff continue de perdre. C'est la 5e défaite de suite. On voit le deuxième but, on va voir le deuxième but. Très rapide. Oh. Excellent. Cette victoire, ça permet à Akbou de rester D'accéder à la deuxième place. Deuxième place. Avec le MCO qu'on va voir tout à l'heure les images et les commentaires. Ouais. C'est une très belle équipe hein, qui continue à gagner. Le deuxième but, on le voit. On va voir le seul but de Chelef, qui malheureusement ne s'en sort plus. C'est un club qui se démarque hein, par rapport à d'autres. Oui, Akbou, oui. C'est une région qui fait jouer beaucoup de jeunes. C'est un club qui fait beaucoup de jeunes, qui fait confiance aux jeunes. Ouais. Que ce soit dans le football féminin ou masculin. Hein. Oui, Akbou, c'est une très belle équipe. Ouais. C'est une région avec la JSK. La JSK qui a gagné chez les féminines la Super Coupe face à Akbou. On l'a vu en direct sur Canal Algérie. Et on va continuer avec un autre match. MCO et le MCO et le SS. Où il y a, comme on dit, il y a de bons matchs nuls et de mauvais matchs nuls. Mais ce match, il était très bon, un bon match nul. On va voir les images avec, aux commentaires, Fatah Abada et Ahmed Laribi. Alors c'est vrai que les bons matchs nuls, c'est vrai, on aime bien les regarder parce que bon, ça permet aussi aux deux équipes de s'affronter et d'essayer de garder un maximum de sécurité au niveau des voix, n'est-ce pas? Bien sûr, bien sûr. On a envie de voir des buts à chaque fois, mais quand il n'y a pas de buts, il y a un bon match, il faut l'apprécier. Tout à fait. Eh bien, on va l'apprécier en images tout de suite et bien sûr voir le résultat. Ouais. Ahmed qui se retrouve sur le banc. Le match vient de commencer. Ahmed Aribi, je continue donc. Qadour Oussama, Sanhaji, Farrahi Miloubi, Belharran, Fatmi Oussama et Mhaddan. L'entraîneur du Mouldia étant Juan Carlos Garidou. À droite, Hamidi. Hamidi qui va se centrer pour qui? Pour Zerrouki. Attention, Zerrouki pour Akram Jahnit. Oh là, ce qu'il a raté Akram Jahnit à la demi-heure de jeu. Jahnit, Agoun, très bien servi par Zerrouki. On revoit l'action. Voilà, il s'est retrouvé seul Akram Jahnit qui n'a pas l'habitude de rater. Et attention, un coup franc très dangereux, Ahmed Aribi. Très dangereux. Ça peut faire mouche. Tout à fait. On va essayer de tromper Saïdi. Et Saïdi qui dégage du bras en corner. C'était Shekib Aoujan qui a tiré ce coup franc. On est en train de... C'est énorme, ouais. Voilà. Une infinité de corners. Encore une fois, mal joué. Ah, il siffle un penalty. Et c'est un penalty sifflé par Monsieur Dahar sur une faute commise sur Moulay. Les Sétifiens qui sont en train de protester, c'était à l'entrée de la surface de réparation, c'était dans les 6 mètres, et que l'arbitre va checker lui-même. Exactement. Voilà. Absolument. Comme quoi le joueur sétifien, le défenseur sétifien était devant. Exactement, il a joué le ballon. Il a joué le ballon, il n'a pas touché les pieds. Il n'a pas touché, et puis Moulay est venu de derrière. Voilà. Donc il n'y a pas de faute réelle de pénalty. Il l'a devancé. Il peut changer d'avis. Il peut changer d'avis. Ahmed Aribi, de toute façon, c'est le seul juge. On n'a pas toutes ces données. Nous, on est en train de commenter. Exactement. On est en train de commenter, on va dire, Aribi. Qu'est-ce qu'il va décider? Moi, à mon avis, je pense qu'il va annuler le penalty. Annuler, oui. Voilà. On va le voir. Voilà. Il a pris sa décision. On va voir M. Dahar. De toute façon, dans tous les cas de figure, ça sera le décideur. Voilà. Il n'y a pas de pénalty, Ahmed Aribi. C'était clair qu'il n'y avait pas de pénalty. Et comme toujours, notre consultant Ahmed Aribi a vu juste, dès qu'il a vu l'action, il a vu que, Dahar voulait tremper un petit peu la vigilance de l'arbitre parce que le défenseur... Voilà, on voit bien avec la VAR, c'est important de la voir sur un stade
ça peut faire basculer un match. C'est clair. On le voit ici, il n'y avait pas pénalty. On va parler justement des trois autres matchs qui n'ont pas eu lieu, à savoir la JSK face à l'UI7, Ben Aknoun face au CRB et le Mouloudia face au CSC. Ils ont été décalés Au 13 pour une janvier. raison bien particulière. Parce que c'est la Ligue des Champions. C'est la Ligue des des compétitions. champions en même temps. En même temps, oui. On va parler justement de la Ligue des Champions. On y va. Avec nos 4 représentants. On va commencer par la Ligue des Champions, c'est-à-dire la phase de groupe. On est en phase de groupe. Le Mouloudia a perdu face au Hilal Soudani, 2-0. Et El Ahly du Caire a battu la JSK, le grand Ahly du Caire. C'est une défaite logique pour nos représentants. Il y avait hier aussi la Coupe de la CAF où le CRB s'est imposé face aux Tanzaniens de 2-0. D'accord. Et aujourd'hui, on va assister au dernier match de la Coupe de la CAF de notre représentant, l'USMA, qui va jouer ce soir. D'accord. Face Alors, aux Ivoiriens. ce qu'on appelle ça les matchs de poule. Les matchs de poule, phase de groupe. Phase de groupe. Phase de groupe. Donc, c'est très attendu. Oui, Ouais. surtout pour les supporters de C'est les l'Ivoire. meilleurs qui jouent face à des meilleures équipes aussi. Donc, Oui, pour la Ligue des Champions, c'est les champions nationaux, des championnats, des différents championnats. Et les troisièmes, ceux qui se classent troisième dans le championnat jouent la Coupe de la CAF. D'accord. Et on espère que tous nos représentants qui se qualifient pour les autres tours. Inch'Allah. Inch'Allah. Très bien. En tout cas, merci beaucoup, Merci Ramzi. à toi. C'est toujours un plaisir donc de vous recevoir pour avoir donc des nouvelles de tous les sports algériens qui se déroulent ici ou ailleurs. En tout cas, l'actualité est bien précise. Et puis, on n'oublie pas sur Canal Algérie ce soir, Hakim Kshroud, Oui, Canal Foot. Canal Foot, tout à On abordera fait. tous les sujets du foot. Très bien. Merci et bonne journée à vous. Merci à toi. Voilà, on continue donc notre émission. Je vous invite à suivre ce reportage signé Samia Bouharour qui nous emmène à la galerie Rassim découvrir cette exposition vente de nos artistes peintres. Regardez. Ce tableau est estimé à 3 millions de dinars, beaucoup moins cher que son prix réel, vu son authenticité. Il a été peint en 1882 par Bompard Maurice Rodès lors de sa visite à Biskra. Il appartient à la famille Messir qui collectionne des tableaux aussi vieux que le temps, une passion transmise de génération en génération. Cette collection a été constituée, je dirais, sur une période de 20 ans, peut-être un peu plus. Mais le véritable instigateur, voilà, c'est pas celui qui a constitué, qui a fait ça, particulièrement, c'est notre frère plus âgé, qui a commencé par collectionner un peu les cartes postales, les photos qui ont un rapport avec l'Algérie, bien sûr. Après, avec le temps, il s'est tourné vers les tableaux, et particulièrement les tableaux orientalistes. Avec le temps, ça s'est développé et on a contribué nous-mêmes en famille, et après ça a évolué vers la peinture algérienne, l'école algérienne, et on en a beaucoup de tableaux ici. Ouais, j'ai baigné dans une famille artistique, il y avait des œuvres d'art partout, que ce soit tableaux, meubles, lustres, tout ça c'était des œuvres d'art des anciens, des trucs de collection. Ces œuvres originales entre toiles, gravures, lithographies, dignes d'être accrochées sur les murs des musées, sont exposées en guise de vente, car leur restauration et entretien coûtent très cher à la famille Messir. Mais pas que, cette famille voudrait léguer ce patrimoine et pages d'histoire aux futures générations. C'est un panorama. On peut, par exemple, quelqu'un qui rentre ici, il peut déjà avoir une idée de la perception de l'orientalisme en Algérie durant l'époque, c'est-à-dire comment ont travaillé les peintres et les différents peintres qui ont travaillé ici. Ces tableaux soigneusement sauvegardés par la famille Messir depuis les années 80 sont signés
par de grands peintres orientalistes algériens, à l'exemple de Bara, Zerarti, Bouzid, Guermès, Boukerch et autres, et de peintres aussi orientalistes étrangers qui ont séjourné en Algérie, à l'exemple de Bompard Maurice Rodez, Diné, Eugène Dauphin, Ortega, José et autres. Ce véritable voyage dans le temps raconte l'époque d'or des orientalistes, servant de référence dans les grandes écoles de l'art à travers le monde où beaucoup de peintres ont brillé. Voilà, c'est donc de très beaux tableaux avec bien sûr des artistes peintres qui ont brillé comme le dit Samia dans son reportage. Eh bien, des artistes peintres, des artistes musiciens aussi ont brillé et continueront à briller, Inch'Allah, à travers donc leur travail. C'est l'exemple de Yanis Taleb qui est avec nous. Bonjour Yanis. Bonjour et merci pour votre invitation. C'est gentil, bienvenue parmi nous. Merci. On est heureux de vous recevoir. Moi aussi, je suis très heureux de revenir. Eh ben, tant Ça mieux. faisait un moment. Ça faisait un m'a moment. manqué. On dit bonjour aussi à Samira. Oui, si vous voulez. Bonjour. Comment Très, vas-tu? très élégant. Il Oui, est très c'est ce beau. que j'ai fait. Très La première remarque que j'ai faite, c'était élégant. cela. Il fait honneur Voilà. à la télévision et aux spectateurs. Tout à Merci. fait. Comment vas-tu, Samira? Très bien. Parfait. Alhamdoulilah. On va parler de tissage dans un moment, de broderie. De broderie, plutôt de Plus broderie. pratique, particulièrement. Qui pour moi devrait être labellisée. Tout à parce fait. qu'il est caractéristique à une région saharienne qui est Tougourt, la Tout à broderie fait. de Tougourt. Tout à fait. On va en parler dans un moment. On va donner la parole à notre ami Yanis qui va nous parler de son programme. Il est venu pour nous parler de son programme, mais surtout que la musique prend de plus en plus de place dans son parcours, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Tout à fait. En fait, je vais avoir des concerts de piano prochainement sur Alger. Donc, je reviens pour ce mois de novembre pour l'Algérie, pour Alger. Oui. Et je serai en concert prochainement, donc le 27 novembre à la cathédrale Notre-Dame d'Afrique. Mais aussi, le grand événement, ça sera à l'Opéra d'Alger, Oui. le 29 novembre à 19h. C'est cela. Donc je présenterai en première partie un répertoire de mes compositions dans lequel donc, je fusionne la musique classique européenne et Avec orientale. l'oriental. Et en deuxième partie, un programme national algérien qui fait écho en fait avec l'esprit des fêtes nationales algériennes. Tout Voilà. à fait. Et les fêtes donc, nationales, il y en a eu. Vous avez été aussi à Nice, à Monaco, carrément. Ça a été à Monaco. Ça a été à la une actualité. Vous avez voulu cadrer avec surtout les fêtes donc, de novembre. Voilà. Oui, n'est-ce pas? tout à fait, tout à fait. Le 1er novembre, plus Tout à fait. particulièrement. Ça a été sur invitation du consul d'Algérie à Nice. Et voilà, on a pu... On vous a suivi, hein, on a Ouais. même parlé de vous avec Fella dans c'est sa ça. rubrique et on a pu voir donc cette actualité. Ça s'est bien passé, le public était au rendez-vous? Oui, ça s'est très bien passé. C'était magnifique. Il y avait un public, j'ai envie de dire, de qualité. Et puis aussi des représentants aussi du gouvernement de Monaco, dont l'ancien conseiller du prince, d'Albert II, et ainsi que d'autres représentants monégasques. Voilà. Et quand vous avez un public pareil, vous arrivez à vous concentrer sur votre composition? Oui. Il n'y a pas trop de stress? Non, on est, Pas je suis plus habitué. qu'ailleurs. Pas plus Je suis habitué. Ouais, tant Je suis mieux. habitué, oui. Tant mieux. Alors c'est vrai que l'actualité aujourd'hui, on parle beaucoup donc de concerts. Ça, vous en faites de plus en plus. Oui, tout à fait. Vous étiez venu l'année dernière, il y a eu le TNA, il y a eu Oran aussi. Oui, il y a eu Oran, Ouais. il y a eu ensuite Constantine, le théâtre de Constantine. Oui. Ensuite, il y a eu un concert à Lyon, au Palais Bondy. Et là. Et ensuite- cette année, vous enchaînez Ouais, encore et plus. tout à fait. Je vais avoir aussi à l'international en Angleterre, à Oxford, et puis aussi à Londres, Inch'Allah, au Royal Academy of Music. Voilà. Inch'Allah. Alors, quand on voit ces différentes dates, on comprend que la musique a pris, comme je l'ai dit tout à l'heure, une énorme place dans votre carrière aujourd'hui. Vous avez mis de côté vos études pour l'instant, mais pour travailler un peu plus la musique, ça fait comment quand on travaille la musique? C'est constamment des cours, des compositions, un travail acharné En fait, on est dans un pour travail. arriver à ce niveau-là? En fait, au-delà de la musique, du travail technique, il y a aussi un travail, j'ai envie de dire, de
recherche, d'expérience de vie, j'ai envie de dire, qui nourrit en fait ce côté artistique et qui permet en fait d'y puiser pour faire des nouvelles compositions en fait. Et puis aussi, ça passe aussi par une carrière un petit peu de management autour de l'artistique, parce que qui vous accompagne justement pour pouvoir manager, parce que vous êtes un artiste, vous êtes dans votre monde oui, aujourd'hui. tout à fait. Tout à fait. Bon, moi, je suis totalement un artiste indépendant. C'est ça. Je gère totalement ma carrière en solo. C'est dur d'être un artiste indépendant aujourd'hui pour pouvoir s'imposer, pour pouvoir montrer ce qu'on sait faire dans un monde aussi fermé, parce que quand c'est organisé, quand voilà. Pour ma part, ça va. Je m'en sors bien, même très bien. Et j'ai pas vraiment d'autres réponses par rapport à ça, parce que il y a du résultat, voilà. Tout à fait, tant mieux. Aujourd'hui, ce sont pour la plupart des concerts solo. Est-ce qu'un jour vous pensez à faire donc des duos ou avec un orchestre de chambre, par exemple? Oui, sans doute, c'est dans des projets. Mais pour l'instant, je veux vraiment me concentrer sur une carrière de soliste, pianiste soliste. Voilà. D'accord. Alors la composition qu'on aura l'occasion donc de suivre, ce sont des compositions, vous l'avez dit tout à l'heure, mixtes entre la musique classique et la musique orientale. Bien de chez nous? Oui, tout à fait. En fait, moi j'ai toujours aimé donc la musique classique, les grands compositeurs Chopin, Mozart, Beethoven, Rachmaninoff, mais j'ai toujours été attaché aux sonorités orientales, et particulièrement des sonorités qu'on retrouve en Algérie. Et d'où l'idée de ma nouvelle composition que j'avais fait, la valse algérienne en fait. La valse algérienne dans laquelle on retrouve un esprit de valse viennois, parce que la valse ça vient de Vienne, mais avec des sonorités algériennes en fait. Et donc il y a toujours ce brassage sonore, que ce soit dans l'esthétique ou bien dans l'écoute de la musique. Ça a quelle sonorité? Parce que des sonorités en Algérie, il y en a beaucoup. Oui, tout à fait. Lesquelles? Il y en a qu'on peut retrouver dans le chabi, dans la musique andalouse, et dans d'autres styles de musique. Est-ce qu'il vous arrive de travailler sur les compositions de Skandarani, par exemple? Oui, alors j'ai déjà travaillé un répertoire andalou. J'ai notamment présenté à Monaco des pièces de musique andalouse, dans Istirbal Sika, et puis aussi d'autres morceaux populaires du répertoire musical andalou, comme Komtsara, Shahadet Layani. Et ça plaît à notre communauté. Ah oui, ils reconnaissent tout de suite les sonorités. Tout à fait. Tout à fait, oui, tout à fait. On va sans doute voir des extraits. On va en voir tout de suite d'ailleurs. On va en voir tout de suite, on y va. Premier extrait. Nous avons vécu notre histoire, notre patrimoine musical. Et bien sûr, Yanis Taleb a fait vibrer les âmes. Et je dirais que c'était très, très, très émouvant. Ce que je retiens de ce concert, et je pense que c'est quelque chose d'assez essentiel, et c'est ce que je crois cette date a voulu montrer, c'est la richesse culturelle finalement de l'Algérie qu'on a pu voir à travers le style vestimentaire des dames notamment, avec le hayek, les karakou, etc. Et puis également à travers la musique très diversifiée de l'Algérie. On a pu entendre la musique andalouse, les compositions de Yanis qui représentent quelque chose de nouveau pour l'Algérie, mais également des musiques plus contemporaines comme celle de Cheb Khaled par exemple, des choses qui font danser un peu tout le monde.
des musiques tlemceniennes, les haoufi, etc., etc. Magnifique. Alors, on a pu entendre donc Minji Bellina et surtout Qomtara avec un public averti, Oui, qui tout à fait. reconnaissait les rythmes, qui réagissait aussi à vos sons donc, de piano, de touches de piano. Voilà. Oui, tout à fait, tout à fait. C'était vraiment un moment fort en émotion et puis très chaleureux. Très chaleureux. On a pu voir votre maman qui était aussi dans le public, qui était fière avec la sabah. Ah oui, exactement. Ouais. Exactement, vous voyez juste. Et puis, bien évidemment, il y avait toute ma famille qui était là pour assister à cet événement. Et j'en étais ravi. C'est clair. C'est clair. Très Il vous encourage tout le temps, bien sûr. Oui, bien sûr. En fait, si vous voulez, dans chaque processus ou bien avancé dans ma carrière, ils sont au courant de tout ce qui se passe, de tout. Ils peuvent aussi me conseiller sur certains points. Oui. Donc, j'ai envie de dire, c'est un peu. C'est peut-être eux finalement mes managers en fait. C'est clair, c'est clair. Voilà. C'est vos premiers managers. Voilà, c'est ça. Alors pour le spectacle du 27, donc ça sera à Notre-Dame d'Afrique, il y a aussi une sonorité particulière aussi. Ça vous inspire? Pour Notre-Dame, oui, ce sera la première fois où je vais jouer là-bas. Oui. Et puis, en fait, j'ai hâte de découvrir l'acoustique tout à fait de la salle. Et ça sera, je suppose, quelque chose de magnifique à Notre-Dame aussi. Voilà, un spectacle. Et de très spirituel aussi. J'imagine. Et pour le 29, ça sera à l'Opéra d'Alger. Là aussi, c'est un lieu aussi prestigieux. Ah oui. Ça sera la première fois où vous allez jouer? Le grand opéra, oui, c'est la toute première fois. Oui. D'habitude, je fais au TNA, qui est donc l'ancien opéra. Mais là, c'est la première fois que je joue au nouvel opéra. Et en fait, donc je vais, comme je vous l'ai dit, je vais présenter en première partie mes compositions. Et en deuxième partie, un programme national algérien. En fait, pour résumer, c'est le programme que j'ai présenté à Monaco, que je vais présenter à l'Opéra d'Alger. Très bien. Voilà. Et donc, ça sera 1 heure, 1 heure et demie? Ça sera 1h30 à peu près. D'accord, de spectacle. En attendant, c'est quoi les inspirations de Yanis Taleb? Mis à part la musique, vous travaillez tous les jours? Oui, tous les jours, vraiment tous les jours. Que ce soit sur le processus de ma carrière. De recherche aussi. Oui, tout à fait. Ou bien encore l'artistique. Voilà, parce qu'il faut savoir dissocier les deux. Donc la partie artistique et la partie, j'ai envie de dire, de management en fait, de carrière. D'accord. En tout cas, on vous souhaite bon courage. Merci. On va continuer à parler dans un moment. On va donner la parole aussi à Samira qui va nous emmener du côté de Touggourt. Vous connaissez un petit peu le sud? Oui, un peu. Je suis parti à Biskra. D'accord. Et c'était bien? Oui, c'était magnifique. Et c'était là-bas où j'ai envie de dire que l'idée de faire un premier concert au Théâtre National a germé avec mon cousin, donc Younes Taleb, que je salue au passage. Eh ben voilà, c'est fait. Alors, on va vous emmener à Touggourt, c'est une très très belle région également, et vous allez vous initier un petit peu au savoir-faire donc de ces dames qui font de la très belle broderie donc de Touggourt. On va en parler tout de suite avec Samira. Alors, écume et patrimoine aujourd'hui. Oui, on pourrait même l'associer à la musique, puisque les artisanes de Touggourt, quand elles brodent sur le tissu, sur la laine, et avec de la laine, elles font les motifs, la figuration est parfois aérienne sur le... On a l'impression que le motif vole en fait, survole le papier. L'étoffe. Voilà, l'étoffe. Parce que c'est une étoffe. Alors l'étoffe Hadia, quand on a les moyens, elle est tissée à Touggourt. Ça s'appelle le oubar ou loubar. C'est de la laine. Oubar, oui. Oubar. Ouais. Bon. Loubar ou loubar, mais pas loubar avec un D. Bon, sinon ça peut être du coton. Donc du tissu en coton, ça peut être aussi du synthétique. Après, c'est selon les goûts et puis bien sûr les moyens des femmes qui voudraient en acquérir, en faire l'acquisition. De tout temps, en Algérie, les femmes et les hommes ont tissé. C'est pas quelque chose qui est venu récemment. De tout temps, les femmes ont mis, comme les hommes,
puisque souvent on appelle ça regam. Hein. Regam, c'est celui, par exemple, du côté de Médéa, à l'ouest, comme ça, qui donnait derrière un métier à tisser le motif. D'accord. Aux femmes pour qu'elles puissent les tisser reproduire. Exactement, les reproduire. Et chaque motif a une symbolique, selon la région, que ce soit en Kabylie, que ce soit dans du côté de Tlemcen, que ce soit en fait, à l'est aussi, il y en a partout, à Alger aussi. Et donc les femmes de Tougourt, les artisanes d'art de Tougourt ont une technique qui s'appelle le gwit, donc GWIT. C'est une technique en relief, c'est une technique elles utilisent un double fil serré et elles utilisent des motifs. Bon, j'ai mis l'image qu'on a vue, c'est plus modernisé, on va dire, sur un tneber, mais elles peuvent aujourd'hui utiliser le tneber, hein, et notamment pour réaliser le barnouk. Le barnouk, j'en avais une. Je suis déjà passée au Bonjour avec. C'est une écharpe, voilà, c'est une grande écharpe qui peut parfois arriver jusqu'au genou, avec énormément de motifs. Les motifs ont une symbolique. Les femmes s'inspirent de ce qu'elles voient, de ce qu'elles perçoivent en fait, de l'environnement direct, et ce qui les inspire à Tougourt, donc la vallée de Tougourt qui est la capitale de Ouadrer, hein, ce qui les inspire, c'est une oasis, donc les palmiers dattiers, c'est la couleur verte des palmiers dattiers, c'est la couleur ocre de la terre, c'est la couleur du ciel, donc le bleu. C'est toutes ces couleurs que la nature offre. Voilà. Donc c'est jalousement conservé par ces dames. Et je me rappelle, il y a 2 semaines, Farhat Mouzaoui à Ouergla avait reçu une dame qui était donc médecin, une artisane, mais qui en parlait parfaitement bien, qui défendait cette broderie typique de la région de Tougourt. On la reconnaît. Avec ses symboliques. Hein, avec toutes ces symboliques, peut-être ceux qui reviennent le plus et ceux qu'on voit, ce sont des losanges et aussi le triangle. Le triangle, il est associé à la femme, il est associé à la fertilité, c'est une fibule en fait, hein, ça a la forme d'une fibule, et c'est aussi associé à une protection contre le mauvais œil. Donc ça existe depuis des siècles, j'ai envie de dire des millénaires, mais les femmes ou les gens ont de tout temps cherché une protection, bien sûr, auprès de Dieu quand il y a eu la révélation. C'est comme pour le tapis, le tissage aussi a aussi son symbolique. Voilà. Hein. Donc, mais on reconnaît quand même, je sais pas moi, là où je vais, je peux reconnaître la broderie de Tougourt. Je sais pas si c'est les couleurs, je sais pas si c'est la forme, mais elles se sont adaptées. Si au début c'était juste donc le barnouk, qui est l'étole, aujourd'hui, ou alors le gondora, parce qu'ils ont aussi la gondora de Tougourt, c'est très fin, c'est très joli. Franchement, on n'est pas, contrairement par exemple à Constantine ou Alger aussi, c'est pas les fils d'or ou les fils d'argent, mais elles peuvent aussi l'adapter parce que c'est la technique qui reste. Il y a la Kabylie aussi, qui font aussi une très belle broderie. Alors, on l'a reçu la semaine dernière, notre artisane qui était venue nous montrer aussi cette broderie très fine, à savoir-faire aussi bien de chez nous. Oui, alors peut-être que tout à l'heure on l'a vu, il y avait une toile de Bridgman. Alors Bridgman est l'un des orientalistes qui a sillonné. Un artiste américain. Voilà, qui a sillonné son travail. Il y en a au Musée national du Hama. Il a fait le périple comme tous les peintres orientalistes à partir donc après 1830, et il s'est arrêté à Tougourt et lui aussi a reproduit. On va dire authentifier une scène, bien sûr, certainement une mise en scène où il y avait des femmes de Tougourt qui jouaient aux cartes. J'ai pris ce tableau parce que l'une des femmes porte un barnouk. Il est marron. Et si on fait l'association, ça rappelle aussi le bornos. Ça rappelle le qshabia, pardon, qu'il y a à Msaad, à Djelfa. D'ailleurs, le tissu de Oubar est produit par le chameau, le petit du chameau. Oui, aussi. Les fils. On le retrouve généralement dans la partie saharienne de l'Algérie. On peut le retrouver à Djelfa, Boussaada, Al-Ghawat et bien sûr à Tougourt, Biskra aussi. C'est très chaud. C'est très chaud. C'est un vêtement, c'est une matière d'hiver. C'est la saison, c'est maintenant qu'il faut. Ces femmes travaillent particulièrement pour la saison d'hiver ou du moins à partir de l'automne jusqu'à la fin de l'hiver. Donc c'est laborieux parce que d'abord ça coûte cher.
parce qu'elles associent parfois des fils de soie dans le tissage. Peut-être revenir aussi sur la période coloniale. Aussi, donc de pigmentation, de la laine, oui. Ça se J'allais faisait parler à de l'époque. ça. Justement avec des pigments naturels. Et on revient aux pigments naturels. Peut-être faire un arrêt sur la période coloniale, quand donc Notre-Dame a été créée. À l'époque, c'était l'archevêque La Vigerie. Il a voulu créer, contrairement à ce qui existait autour, une espèce de congrégation. Ce sont les sœurs blanches, les missionnaires comme les pères blancs. C'est ça. En fait, eux, c'est aussi une manière de coloniser, c'est de l'acculturation. Il y avait l'artisanat existé, c'est pas la colonisation qui l'a ramené, ça existait bien avant. Oui, former sur un modèle différent que local, un changement de mentalité. Donc elles ont ouvert ces sœurs blanches qui sont restées après l'indépendance de l'Algérie. Il y en a jusqu'à aujourd'hui. Elles ont ouvert des ouvroirs. À travers l'Algérie. Donc il y en avait à peu près une dizaine en c'est les centres de formation de l'époque. Exactement. Ce sont des écoles qu'ils appelaient à l'époque indigènes, mais de formation. Mais c'était surtout une manière d'accrocher, de communiquer avec les femmes. Parce que les femmes, elles n'allaient pas forcément vers le colon européen. Et surtout l'école, au début... les Algériens ont été exclus et ensuite eux-mêmes ont fait un rejet de la culture du colon. Voilà, donc il y a eu ces écoles pour un rapprochement, pour la communication et en même temps pour la formation. Mais j'ai envie de dire un management, voilà. Il y a eu un management, j'ai repris les mots de Yanis Taleb, exactement. Il y a eu un management et puis il y a eu... des modèles qui ont été donnés, mais des modèles qui existaient déjà. Peut-être qu'ils ont mis des noms sur quelque chose qui existait déjà. Et des techniques, doubaba, ça existe aussi, mouche en français. C'est le point mouche le plus utilisé dans la broderie de Tougour, c'est le point tige. J'ai envie de dire, c'est la base. L'épi, voilà. Donc on retrouve, c'est pour ça que j'avais mis une Tnébar avec toutes les formes de feuilles et tout. Ce sont des points à la limite de base, mais après qui sont améliorés avec des techniques, du relief, c'est ce qui fait d'ailleurs la caractéristique. On suit, il y a, comme disait Yanis, le management c'est important aujourd'hui parce qu'on suit, il y a des stylistes qui essayent donc de moderniser la chose pour que ce soit porté. Il y a une demande. Oui, il y a une forte demande aujourd'hui pour essayer de le porter au quotidien un peu plus facilement. On a un ancrage. Les Algériens ont un ancrage vers leur patrimoine, que ce soit donc vestimentaire, comme le kaftan, le kérékou. Enfin, chaque région a sa spécificité. Et elles se sont adaptées, les artisanes. Elles se sont adaptées, elles ont fait quoi? Des tote bags. On a tous le tote bag, que ce soit pour aller au travail ou là pour aller faire les courses. Elles se sont adaptées, elles ont fait des jetés. Donc les petits coussins qu'on met sur les fauteuils ou même sur son lit. Elles ont fait des vestes. Ou alors je ne sais plus comment on appelle ça... des hauts, voilà, des gilets, des hauts, en fait, que ce soit même les hommes peuvent porter ce genre de choses. Sur des pantalons. C'est des motifs. Sur des pantalons. Sur des pantalons, sur large. Exactement, sur les contours, sur l'ourlet, on va dire, sur les poches. Et puis peut-être, je voulais juste rajouter ce qui fait la particularité de la Gondora Tougortia, c'est ça le nom, c'est que la broderie est localisée dans le plastron, en fait la poitrine, juste au niveau de la poitrine, et ça peut descendre sur les contours, en fait, tous les contours. Voilà, c'est très joli. Après, la matière, ça dépend de la demande. Bien sûr. Et pour les hommes, est-ce que c'est exclusivement pour les femmes? C'est pour les femmes. Yanis Tal pourrait peut-être remporter un jour une tenue comme ça? Non, mais je me dis que forcément, si il est plutôt classique, dans la créativité, à partir des motifs, parce qu'elle s'inspire du vent, elle s'inspire du soleil, de tous les éléments en fait qui les entourent. Pour moi, il y a des notes de musique dans tout ça. Je veux dire, même comment les broderies, les motifs se posent sur le textile, et surtout quand il est naturel, avec des pigments naturels aussi, et le travail des artisanes. Pour moi, c'est artistique. Il y a une certaine harmonie. Oui, exactement. Comme des notes de musique qui se posent sur
sur un tissu. Voilà. En tout cas, c'est très beau. Hein. Et ça mériterait, ce travail, ça mériterait d'être classé, vous labellisé, voilà, un label. Et puis vers l'exportation, voilà. Elles ont besoin. Je pense que ça y est, ça a commencé déjà. Parce qu'il y a des salons. Ça a commencé. Alors moi, je suis allée au salon international de l'artisanat. J'étais un peu étonnée, ça m'a fascinée parce que j'ai trouvé, par exemple, Madame Ben Mansour de Tlemcen qui faisait de la broderie de Tougourt. Donc je me suis dit, je lui ai posé la question, elle m'a dit non, c'est quelque chose maintenant qu'on peut faire, qu'on peut apprendre d'abord grâce à la chambre d'artisanat, la chambre nationale. Voilà, il y en a dans toutes les wilayas. Donc elles se forment en fait à ce qu'elles aiment, à ce qu'elles ont envie de pratiquer, à ce qui les passionne. Donc c'est vrai que c'est pratiqué par les femmes de Tougourt. Mais maintenant, on l'en trouve partout. Surtout, ça leur permet d'avoir un métier et d'être rémunéré. C'est important aujourd'hui et de représenter la région. Peut-être la difficulté est dans le fait que c'est fait dans une matière qui est tachta, hiver. C'est de la laine. Bon, c'est vrai que maintenant, ils s'adaptent sur le... Oui, c'est chaud. C'est très chaud, et surtout le barnoug et tout. Même toi-même, tu as une veste... J'adore, c'est très beau. Peut-être préciser que le véritable barnoug, celui qui caractérise la région de Tougourt, c'est celui dont le fond est noir. Non, aujourd'hui on en trouve, c'est décliné dans toutes les, en fait, toute la palette qui existe. Il y a du beige, il y a du vert, il y a du orange, il y a du bleu, il y a du marron, toutes les couleurs. Voilà, donc, mais l'original, on va dire à l'origine, l'originel c'est le noir. Après elles mettent des couleurs, des ronds, du soleil, on retrouve partout. En tout cas, un beau voyage que tu nous as offert ce matin. Alors, ce qu'on espère, c'est que ça soit labellisé, c'est ce que tu dis. Oui, c'est, je veux dire, même si c'est généralisé, démocratisé en Algérie, c'est les femmes de Tougourt, c'est les femmes de cette région. Très bien. Très belle région. Bien sûr, oui. Et est-ce que vous avez une page où on peut retrouver Alors, elles sont sur Instagram, bon, elles ont appris, parce qu'avant. Et puis on peut sur YouTube, on peut même apprendre à faire de la broderie. Elles partagent. Il suffit juste de taper. Il y en a plein, il y a beaucoup d'artisanes. Et puis il faut aller à Tougourt. Voilà. Il faut aller faire un spectacle à Tougourt. Voilà. Et emmener du bon monde et surtout pour faire connaître cette belle région. C'est pas très loin, c'est à 600 km d'Alger. C'est le sud-est d'Alger, dans la vallée de Ouadrer. Très bien. Voilà. Ben, merci Samira. Merci Amel. Voilà, on continue avec Yanis pour juste rappeler un petit peu ta programmation et la programmation bien sûr qui aura lieu donc d'abord à Notre-Dame le 27. À quelle heure? Ça sera à 19h30 et l'opéra, ce sera à 19h. Très bien. Et puis on n'oublie pas les dates aussi internationales, il y aura Oxford. Oui, c'est ça, ça sera pour le 20 décembre. Et puis le Royal Academy of Music, ça sera normalement pour le 17 janvier. Voilà, et c'est bien, c'est aussi un public différent aussi. Oui, mais toujours avec la communauté. Oui, exactement, avec la chaleur algérienne. Mais généralement, c'est un public mixte. Ça a été l'occasion, lorsque j'avais fait mon concert au Palais Bondy à Lyon, de constater cette mixité du public. Voilà, Alors sinon, bien sûr, vos maîtres dans la musique, qui vous a donné envie de faire du piano? Moi, ce qui m'a vraiment donné envie, c'est vraiment à travers, je regardais en fait des vidéos de grands pianistes comme Arthur Rubinstein ou encore Vladimir Horowitz et puis aussi des pianistes andalous, j'ai envie de dire, que j'ai pu voir comme Skandalani qui était un musicien intéressant pour le côté andalou. Voilà. Tout à fait. On va écouter un extrait encore, un deuxième extrait que vous avez rapporté. On y va.
Ça, on a beaucoup apprécié. Hein. Cette composition, oui, ça s'appelle Sky Dune, donc pour faire un lien avec le désert et tout. Donc moi, souvent quand je compose ma musique, je pense au désert en fait. Ouais, on n'a pas fait exprès oui. de parler de Toulouse aujourd'hui. Hein. C'est magnifique. Merci beaucoup. Bravo. Donc c'est ce qui symbolise un peu la première partie de mon concert. Donc c'est mes compositions. Très bien. Mais en tout cas, on viendra donc au spectacle et j'espère que le public sera aussi au rendez-vous nombreux. Inch'Allah. Merci beaucoup Yanis. Merci. Un dernier mot. Eh ben, écoutez, soyez nombreux et vous êtes la bienvenue. C'est gentil, c'est gentil. Merci beaucoup, bon courage et bon spectacle surtout. Samira, à demain. Oui, on va à Elf Couronne. D'accord, on voyage toujours autant avec Samira et ça nous fait plaisir. Eh bien, on vous laisse repartir encore une fois avec un très beau voyage, celui-ci. Donc, le voyage de la laine, c'est au niveau de la galerie Rassim. C'est un reportage signé Samia Bouarour qui nous fait découvrir Ahlam Kourdougli et on se retrouve juste après. C'est à travers ces fils en laine qu'une belle histoire est tissée. Une histoire que l'artiste plasticienne Ahlam Kourdougli nous raconte à travers ses œuvres chargées d'émotions et souvenirs de chaque période de sa vie. Des œuvres qui touchent chacun de nous pour nous faire appeler un savoir-faire local et un patrimoine qui a voyagé à travers les temps. La laine, broderie, tissage, crochet et des mains de fée pour arriver à ces créations uniques et stylisées. L'arbre mémoire, Flouka, la peau du désert, gardienne des champs, ciel sans frontières, ce sont quelques haltes de cette traversée où la laine devient une matière noble et un témoin de mémoire et d'émotion. De retour sur notre plateau, je vous l'ai annoncé en sommaire, nous allons parler du coaching et surtout d'un rassemblement de tous les coachs algériens ici. Et l'événement, comme le dit notre invité, il est déjà parti. Avec nous, Karim Chaker, bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Merci de nous avoir invités. Ouais, on est content de vous recevoir. Vous êtes chorégraphe, danseur, c'est cela. Dans le monde, on vous connaît dans cette profession d'abord. Exactement. En fait, je suis chorégraphe et danseur de beaucoup de monde dans le métier.
Et en fait, j'ai plusieurs casquettes. Notamment le coaching et en fait pas mal de chorégraphie pour des personnes qui sont déjà connues dans le métier. Oui, tout à fait. Alors Habib Tata nous a mis en contact puisque lui est déjà dans cet esprit donc de chorégraphie, de danse et d'esprit donc de jeunesse aussi, permettre à bon nombre de jeunes de pouvoir embrasser ce métier. Exactement. Un beau métier. Notamment Habib Tata, il avait bossé avec moi sur un grand spectacle qu'on avait fait ici en Algérie, au stade olympique, avec Safé Boutella, qui s'appelle La Source. Oui. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Et donc, on a fait encore plein de spectacles différents ici sur l'Algérie, en fait. J'ai fait un aussi qui est à Constantine, pas Constantine, à Naba. Et en fait, c'est dommage parce que ça s'est mal fini. Mais c'était un très beau spectacle, il y avait une énergie intéressante. Donc je trouve que les Algériens, ils ont une énergie formidable. Il y a toujours eu des formidables compagnies de danse qui ont bien brillé. Il y a eu cette belle aussi esprit donc de danse hip-hop aussi qui avait vu le jour avec des jeunes qui n'avaient jamais fait d'école et qui pourtant ont brillé, qui se sont démarqués, qui ont été coachés, qui ont été formés. C'est la différence entre les autres danseurs. Les Algériens, ils ont une énergie de fou et elle a besoin d'être encadrée. Que ce soit dans les danseurs, que ce soit dans les coachs, que ce soit même dans n'importe quel travail. Moi, je dirais en fait qu'un Algérien, il faut lui donner juste la chance d'explorer ou d'exploiter un atelier ou un travail. Juste une semaine et après, il te fait des merveilles. Une chorégraphie particulière, tout à fait. Et beaucoup d'énergie. Alors, cet événement pour lequel vous êtes venu sur notre plateau, c'est justement de rassembler les coachs de toute l'Algérie. Alors, c'est vrai que vous êtes tous, pour la plupart, ils sont sur des réseaux sociaux aujourd'hui, ils ont leur public, ils sont connus, d'autres moins connus. Mais en tout cas, le sport marche bien en ce moment. Le sport en Algérie, il est bien en émergence, mais enfin depuis longtemps, mais c'est juste là, depuis le Covid. Depuis le Covid, ça décolle. Donc c'est bien. Sur les réseaux. C'est une bonne initiation. Et nous, en fait, moi je fais partie d'une association qui s'appelle TPS, Tous pour le sport, on est à Paris, et on est 9 coachs formateurs et constructeurs, enfin instructeurs, formateurs. Et on est tous des chorégraphes et danseurs et on est algériens, 100%. Et on a décidé de faire quelque chose en Algérie pour essayer de ramener, réunir, explorer, voilà. Et on a créé le collectif Coach Algérie. Voilà. D'ailleurs, qu'ils peuvent voir sur Internet, collectifcoachalgérie.com, il y a toutes les infos nécessaires, sinon sur Instagram. Et en fait, le but, c'est de réunir tous les coachs, que ce soit dans le sport, que ce soit dans la danse, que ce soit dans le pilate. Donc 3 branches intéressantes donc, à développer, à faire savoir aux voisins et autres. Le but c'est quoi? C'est de représenter l'Algérie en Afrique. Donc c'est le but des Algériens. C'est ça. Voilà. Aujourd'hui, il y a de plus en plus aussi de coachs indépendants qui sont des coachs aussi particuliers. Ils organisent donc des séances de coaching en plein air. Voilà, ça se passe super bien en ce moment côté coaching. Moi, je trouve que c'est bien. Le fait qu'il y a, comme je dis, il y en a beaucoup qui disent la concurrence. Il n'y a pas de concurrence. Entre Algériens, il n'y a pas de concurrence. Entre Algériens, et beaucoup d'événements qui tournaient autour du coaching. Il y en a eu au Jardin d'Essai, avec des coachs femmes qui entraînaient des femmes aussi. Et beaucoup d'événements autour de coaching. Oui, c'est magnifique. Donc nous, ce qu'on propose en fait dans le collectif Coach Algérie, on a 3 volets. On propose en fait de réunir tous les coachs nécessaires, que ce soit chorégraphes et danseurs, etc. Deuxième volet, on a un volet de formation. Ça veut dire en fait, on forme certaines personnes avec des cours, certaines personnes, des coachs spécifiques, avec des cours clés en main pour proposer aux salles, pour proposer à des événements. Et on a un autre volet qui est les événements extérieurs, collaboration, soit avec le ministère de la Culture, au ministère des Sports ou des salles qui veulent faire des événements. Donc on peut encadrer toutes leurs activités, que ce soit toutes les activités vraiment sportives. C'est ça. Aujourd'hui, il y a même des coachs qui peuvent partir à l'international pour avoir encore une fois des diplômes et revenir faire partie d'un collectif, encore une fois, exactement. Aussi mondial. Mais après, bon, le but c'est de rester unis. Tu peux aller apprendre des formations à gauche, à droite. Et
parce que l'Algérien, dans le sport, pour que ça fasse mal, il faut rester uni. Donc c'est ça. Le problème ici, en Algérie, j'ai l'impression que les coachs, ils s'éparpillent. Ils ne sont pas très d'accord. Mais il n'y a pas de concurrence, c'est ce que je leur dis. Il faut rester unis et chacun complimente l'autre. Le but, c'est d'avoir apporté du sport à tous. Exactement, c'est ça. C'est de faire du bien à tout le monde. Et ce qui est bien, c'est que je vois qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont... qui s'approchent du sport. Ils aiment le sport, je les vois courir, mais franchement c'est magnifique. Je vois même des personnes d'un certain âge, ils font comme la marche nordique chez nous, mais de la randonnée. C'est magnifique. Mais tout ça c'est bien, hein, parce qu'en fait je crois que l'Algérie à une époque, elle n'était pas très sportive, et aujourd'hui elle a une image vraiment qui représente le sport. Avec le dernier marathon, vous l'avez suivi? Oui. C'était une belle image aussi d'Alger, avec c'est tous grands, moins jeunes, âgés. Mais j'ai vu même des handicapés et tout ça, et c'est magnifique. C'est vraiment super beau. Donc maintenant, le sport, c'est un défi avec soi-même. Il faut vraiment essayer de se surpasser, essayer de se faire plaisir. Donc c'est vraiment magnifique. En tout cas, vraiment, alors, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui le coaching a évolué? Est-ce qu'il y a des disciplines que vous proposez, de nouvelles disciplines que vous proposez? En fait, ici, en Algérie, le sport, il a besoin d'encadrement. Donc ça part un petit peu dans tous les sens, mais il a besoin d'encadrement et de direction. Donc sinon, il y a plein de coachs, mais ça part dans tous les sens. Donc il faut leur donner un sens. Et ce sens-là... Ce sont des coachs quand même, des coachs avertis qui font un énorme travail, qui travaillent bien aussi, qui sont peut-être, qui ne voient pas dans la même direction que vous peut-être, mais sinon le résultat y est pour ce qui est donc des performances sportives, pour ce qui est donc aujourd'hui on fait du sport pour s'entretenir, pour perdre du poids et pour se muscler. Ouais. Mais chacun son objectif après. C'est ça. Bah après, c'est des objectifs différents. Chacun, les vôtres, c'est quoi par exemple? Quand vous coachez, moi, quand je coach, c'est le bien-être de l'autre. En fait, le coaching, c'est très simple. Le coach, il a le 100% et l'adhérent, il a le 0%. Donc, on va essayer de le coacher un maximum pour qu'il puisse regagner le 100%, pour qu'il puisse voler avec ses propres ailes. C'est ça, en fait, le coaching. C'est ça. Vous lui donnez la possibilité d'avoir envie quotidiennement, de faire du sport quotidiennement et d'aimer le sport. Ça serait bien, un minimum de 3 fois par semaine, c'est l'idéal. Après, bon, quand on commence le sport, après, ça devient addict. En fait, ça devient comme la nicotine dans la cigarette. Là, c'est l'endorphine, donc c'est l'hormone du bonheur. Donc, on est addict et on a besoin de faire du sport tout le temps. Donc, Très bien. Alors pour vous, un coach doit représenter aussi son métier, il doit être aussi très svelte, avoir de l'énergie, donner envie de faire du sport. Bah, c'est une tête de locomotive, donc c'est clair. Il est censé être devant. Oui. Et c'est ce qu'on enseigne à nos coachs. Le coach, en fait, il faut vraiment, comment dirais-je, l'encadrer dans ce sens-là. Et à lui dire, en fait, dans le cours, voilà comment ça fonctionne, comment tu dois être représenté, comment tu expliques les choses, la pédagogie d'approche. En fait, il y a tout une brochette intéressante là-dessus. Tout à fait. Il y a une nouvelle aussi forme de sport, c'est le Pilates. Pilates, oui. Mais par contre, le Pilates, je suis très surpris que le Pilates a pris beaucoup ici. Alors que nous, le Pilates, les gens, le Pilates concerne un certain âge là-bas. C'est-à-dire les gens qui dépassent un certain âge, ils n'ont pas envie de faire beaucoup d'efforts, donc ils s'approchent du Pilates. C'est un mélange entre la respiration, renforcement musculaire, l'étirement, etc. Donc c'est deux choses différentes avec le stretching et le Pilates. Donc il est basé sur la respiration et un renforcement en profondeur. Mais finalement, le sport, c'est pour tous, donc on peut en faire tout âge, même la musculation, même... Exactement. C'est ça. En fait, moi, je conseille toujours, quand on est un peu plus jeune, de faire maximum de cardio. Et quand on n'a pas envie de faire trop d'efforts, il faut se pencher vers le Pilates, tout ce qui est par exemple réformeur. Enfin, tout ça, c'est vraiment très à tendance actuellement ici en Algérie. Faire de la Zumba, par exemple, pour... c'est bien. Mais franchement, c'est bien. Il faut se surpasser. Danse orientale aussi. C'est un lâcher-prise. D'accord. C'est ça. En tout cas, ce que vous voulez nous dire aujourd'hui, c'est que le mouvement des coachs algériens est parti. Ça y est. Franchement, c'est parti. Ça a décollé. Ça va aller jusqu'où? Et moi, j'ai une bonne équipe et j'attends encore d'autres coachs s'ils veulent rejoindre le collectif, qui puissent en fait nous contacter à travers
à travers le Instagram, Collectif Coach Algérie. Et après, nous, on prend. Le but, c'est de prendre entre 100 et 150 coachs, et puis on va les driver dans une machine très sportive, et on va faire toutes les disciplines. Le but, Collectif Coach Algérie égale un coach polyvalent. Il ne peut pas donner juste un cours juste comment on appelle ça, d'RPM, ou bien il va donner un cours juste de renforcement musculaire. Il faut qu'il sache tout donner. Et c'est ça un coach, pour nous. Pour nous. Ouais. Eh bien, parfait. En tout cas, on a fait du sport. Chacun d'être venu. On vous souhaite bon courage pour cette belle initiative. Et puis, on se reverra peut-être. Avec grand plaisir. Très bien. Merci beaucoup. Bonne journée. À vous Et aussi. puis, je vous invite à apprécier cette chanson, Ana Jazairi. On se retrouve juste après. Cantando en su camino, cantando libertad. أنا جزائري يا أرض الأحرار، أرض الأحرار. من داي جيتك جوال نحكي على الحال تبدل الأحوال. جيتك نحكي على السلم في كل قطار، واش اللي صار في الدارفور وكابول غزة وبغداد. سلام نقول سلام عليكم، سلام عليكم ناس الحضار. سلام عليكم، سلام عليكم ناس الحضار. سلام عليكم. سلام 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 Me gusta cantar, el ritmo de la música me hace soñar, me hace volar, me hace viajar hasta el cielo infinito. Lo quiero declarar. أنا جزائري يا أرض الأحرار، في بلاد الأحرار والشمس تبان ما نصدوا البيبان. وشي اللي كان محكي في القطار ما نساو الرجال. حرية بالنار وحياة الكفاح والسلم في القصار. أنا جزائري يا أرض الأحرار. سلام عليكم ناس الحضار. سلام عليكم. Voilà, c'était une belle chanson qui nous donne donc de l'énergie de bon matin avec le groupe Day, Ana Jazairi, Yazid Jazairi. Bah oui. Bonjour Yazid. Bonjour, ça va, la baisse. La Jazairiya, marhaba bikoum. Comment ça va, la baisse? Ça va, même. Alhamdulillah, très bien. Ça vous fait plaisir de commencer avec une belle chanson comme ça, n'est-ce pas? Beaucoup d'actualités ce matin. Je suis fan en plus. Avec une belle petite corbeille que Yazid nous a ramenée. Oui, c'est... un fruit. C'est pas des baies, c'est un fruit. C'est un fruit de saison. Ouais. Et on va en parler. Je ne vous ai pas rapporté des bonbons comme dit Brel, mais c'est des arbustes. Oui. Voilà, des arbustes. Chauffants. Des bonbons. C'est bien, hein? Magnifique. Voilà. Je les ai achetés hier en revenant
Zouzou, Ouais. donc sur la route, donc on a Il y acheté. avait de la neige plus haut. Il y avait de la neige, il y avait de la neige. Et je voulais juste te dire un mot sur l'arbousier, qui est un arbre pouvant culminer sur 15 mètres. Pour les bienfaits, c'est premièrement, il est antioxydant, et pour le transit digestif, très bon. intestinal, et pour ses fibres, pour ses fruits, pour... C'est sucré? Ouais, c'est un petit peu sucré, mais c'est pas vraiment sucré. C'est... Moi, je connais pas. En tout cas, c'est un très beau fruit. Moi, je le trouve Oui. très beau. Oui, il a des propriétés antiseptiques, diurétiques, donc vraiment c'est ce qu'il faut. Un petit peu sucré, mais pas trop sucré. Légèrement. Pas tant que ça. Il y a un petit acide. Une petite Ça s'appelle acidité. Sisno. Sisno, voilà. السيسنو بالعربية الفصحى ثمرة القطب. Son goût ressemble au goût de toute. Oui, c'est pratiquement la même famille, toute, ou Ingel, et Tizouel, ou Assisno d'ailleurs. Quand une fille elle a des joues empourprées, on dit l'ahnak ou Sisno, voilà. Ah, c'est joli, joliment dit. Et puisqu'on parle toujours de fruits, il y aura donc du 25 au 27 novembre à la SAFEX, donc le salon international de la date. Donc il faut savoir que nous avons pratiquement 1000 variétés de dates. Nous connaissons uniquement le Glet Nord ou le Gerbaï, mais il y a aussi le Ghars, il y a d'autres. Rien qu'à Timimoun, il y a 100 variétés de dates. Il y a 1000 variétés de dates. Donc, et puis nous avons pratiquement, pour ne pas me tromper, 19 millions de palmiers avec 1000 variétés de espèces, dates. de palmiers. Il y a même une date qui est son noyau. Son noyau. Son noyau qui est délicieuse. Il y a la date ronde aussi. Même le noyau fait le baraka. Même le noyau, le noyau, il y a aussi des bienfaits. On en fait du sucre, on en fait du café, on en fait enfin un peu tout. Hein. Oui, avec l'arbus aussi, on peut faire aussi de la confiture avec l'arbus, on peut faire du jus, on peut faire aussi beaucoup de choses, voilà. Donc, tout est récupéré dans ça, c'est par rapport à la date. Et puis, comme on parle de neige, donc notre ami qui est l'un des grands responsable d'une association des randonneurs du Djurdjura, donc le Zindine Lecheb, il a immortalisé un moment donc dans le Djurdjura avec un chacal. Donc nous allons voir ces images par rapport à la neige. Elle a circulé sur les réseaux sociaux, elle est virale, cette séquence sur le Djurdjura où Zindine Lecheb, donc le président de l'association des randonneurs de Djurdjura, donc a immortalisé ce moment en pleine neige parce qu'il a neigé sur les 900 mètres d'altitude, donc pratiquement dans toute l'Algérie, sur les Aurès, le Shréa, le Chélia. Pratiquement dans le Ouassinis, partout il a neigé. D'ailleurs, on le ressent parce qu'il fait froid, c'est un froid donc de neige qui nous est arrivé nous-mêmes sur Alger. Et même, on a dit sur les hauteurs de Bouzerria aussi. Il a un petit peu neigé, oui, à Bouzerria, c'est à pratiquement à 800 mètres d'altitude. C'est ça. Voilà. Et puis les touristes arrive aussi, donc à chaque fois, depuis qu'il y ait cette nouveauté par rapport au visa sur place, donc on board, comme on dit, donc il y a le Tourism Viking Cruise, donc qui sont arrivés en Algérie. Donc c'est la deuxième fois. L'année dernière, il y avait aussi Saturn Cruise, et cette année c'est le Viking Cruise, donc avec pratiquement plus de 300 touristes. Donc ils ont fait une balade à la Casbah, Notre-Dame d'Afrique, pratiquement. Ça booste le tourisme. La destination Algérie, oui, la destination Algérie devient de plus en plus prisée, notamment avec cette grande compagnie de croisières, donc Viking Cruise, qui fait les croisières fluviales, océan et mer, donc les trois aspects. Et donc beaucoup de touristes sont arrivés pour visiter notre pays, donc tous les sites de la ville d'Alger, de la Casbah, le jardin d'essai,
Notre-Dame d'Afrique, peut-être ils reviendront pour Yanis Taleb, non? Peut-être. En tout cas, ils repartent avec le sourire, avec les yeux plein de belles choses qu'ils emporteront avec eux. Hein, il s'appelle Halim. Halim Ferkaoui, et elle s'appelle Amina. Elle était journaliste, elle était architecte. Il a pratiquement troqué son stylo de journaliste contre le tablier de cuisinier. Sa femme qui était architecte également, qui a laissé l'équerre et qui a pris la destination des fourneaux, et ils ont été à New York. Ils étaient à New York, et qui est venu prendre son déjeuner donc à Casbah, donc le restaurant Casbah, c'est le maire de New York, Zohran Mamdani. Voilà. Magnifique. Et puis avec il fait l'actualité ces jours-ci. Hein. Voilà. Avec des photos de personnalités en arrière-plan, personnalités historiques. Oui, les héroïnes algériennes avec les historiques algériens. Et puis, rappelons que rapidement, il est dans le Queens, donc dans la région de Manhattan, et il a trouvé une petite annonce pour acheter un petit restaurant. Donc, il a commencé pour faire une petite sandwicherie avec peut-être le matin un petit déjeuner. Par la suite, il a carrément changé. Il commençait à faire donc du couscous, de toute la gastronomie algérienne et du vrai couscous, puisqu'il ramène les matières d'Algérie, donc tout ce qui est produit, couscous, la semoule, etc. Et il parle de choukha, il parle de couscous, etc. Et voilà, donc il a eu cette visite, donc il brocade, ça monte, ça buzz, et puis ça va booster en tout cas. Et puis c'est une carte de visite pour connaître aussi l'Algérie, son histoire, sa culture et sa gastronomie, avec ça c'est Halim qui est de Djidjel, sa femme qui est d'Alger. Tout à fait. Merci Yazid pour. Il reste juste pour donner deux informations. La première, c'est que les arènes de Vérone donc se déplaceront à Alger avec l'opéra, avec l'Institut culturel italien et l'Opéra d'Alger le 28 novembre à 18h. Donc il y aura des arènes de Vérone qui ont célébré leur centenaire en 2017. Et donc il y aura une grande soprano, Iolena Bellucci. Donc Bellucci, on ne peut pas oublier Bellucci. Oui, mais ça c'est Bellucci, voilà. Bellucci. Et vers la fin, je voulais donc terminer par cette chanson de duo. Donc Inès Hassaïn, Graine de Star de El Hanoua Shabab, avec Ali Tekobawin. Je vous laisse avec ça. On écoute et on regarde. Voilà. Inès Hassaïn qui a vraiment brillé lors de les Prime, etc. et tout. Et là, donc elle a chanté la célèbre chanson de Tego Bawin, donc avec le groupe. En tout cas, ils ont eu de très bons artistes. Hein. Ça a permis à ces jeunes élèves de être avec des stars aussi, et de chanter aux côtés donc de stars algériennes. En attendant, on va l'écouter. Elle est prête, on y va. عيلاني وديان نكل غزان عيلاني وديان نماغي برها هيرا كالي عيني ديوان Belle chanson qui a bien voyagé, et puis avec la voix donc, de cette jeune artiste. Inès Hassaïn et Ali Tekobawin. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Place à Fella. Place à Fella dans un moment, juste après le jingle. On y va? Il y a le jingle aujourd'hui? Oui, tout à fait. Sans jingle, désolé. Bah oui, moi j'ai pas eu mon jingle. Hein. Ouais, c'est Yazid qui a pas eu son jingle. Tu peux faire un jingle aussi, Yazid. Là, une actualité aussi. Une actualité en rapport avec la diaspora comme d'habitude. Et donc on revient sur cette annonce que j'avais donnée, enfin cette information que j'avais donnée la semaine dernière, l'ouverture des agences de la BEA, d'une banque algérienne. Donc
en France. Et il s'agit de la BEA qui a ouvert dans de 3 agences, une agence dans le 17e, donc à Courcelles, une à Saint-Denis et l'autre à Marseille et Paradis. Donc c'est un événement qui a été largement couvert par les médias. C'est ce qu'on attendait justement à l'étranger, sachant que le transfert de fonds a atteint 1,87 milliard de dollars en 2023. Ça, c'est les chiffres qui ont été donnés par justement l'organisme concerné. Donc, l'ouverture a été faite en présence du président du conseil d'administration, le Hadi Soltani. Et donc, on a les images? Oui. Très bien. Donc, la banque va certainement répondre aux besoins économiques et ça va booster un petit peu la communauté pour aussi s'impliquer davantage dans l'écosystème. Voilà. Donc, on passe à autre chose. Comme une nouvelle ne vient pas seule, donc il y a une autre information qui concerne la taxe ou on appelle ça une... Attendez. Par rapport au passeport? Oui. Par rapport au passeport, merci beaucoup. La taxe douanière. J'y arrive. Je cherchais le mot exact, c'est le terme exact plutôt. La taxe douanière qui passe à 40 € au lieu de 60 €. Et donc ça, c'est aussi une revendication qui a été formulée plusieurs fois par notre communauté. Et enfin, on a pris cette décision pour satisfaire cette demande. Et il y a eu d'autres choses, bien sûr, le rapatriement qui est gratuit, le rapatriement des dépouilles, il y a aussi pour l'importation des véhicules, beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et bien sûr, ça fait plaisir à notre communauté. Comme par exemple la permanence du service consulaire aussi, donc qui se déplace dans des régions où il n'y a pas de consulat. Ce que je voudrais dire à la communauté, c'est d'aller régulièrement consulter les sites pour connaître les dates et les lieux des déplacements des consulats. Voilà. Notamment pour le retrait des passeports ou le dépôt des dossiers. Il y a aussi une autre information à l'occasion de la célébration de la langue arabe qui a commencé le 18 novembre et qui se termine le 18 décembre avec la journée mondiale de la langue arabe. Et le consulat de Nantes a lancé un concours en faveur des enfants entre 8 ans et 16 ans. C'est un concours de calligraphie arabe. Et donc, il s'agit d'impliquer un petit peu les enfants pour découvrir la langue arabe. L'apprentissage de la calligraphie. Donc, ils sont appelés à déposer leurs œuvres dès maintenant jusqu'au fin novembre. Donc, jusqu'au 18. Oui, jusqu'au 18. Jusqu'au 18, avant le 18 décembre. En fait. Avant le 10 décembre. Avant le 10 décembre. Parce que les résultats seront communiqués le 18 décembre, qui est la journée mondiale de la langue arabe. Soit ils les déposent à l'accueil. D'accord. Ou ils les envoient par courrier. Voilà, donc ça c'est une belle initiative aussi de notre consulat à Nantes en France. On va à Tlemcen, où l'association, on l'avait annoncé aussi la semaine dernière, où l'association Diaspora s'est rendue à l'université Boubkir Belkaïd à Tlemcen au niveau des incubateurs. Donc c'est les membres de la diaspora qui se sont volontairement... L'association Diaspora. Donc Diaspora comme Jazair. Et donc ils se sont déplacés au niveau des incubateurs. Ils sont venus de Paris et bien sûr volontaires. Ils sont volontaires de Paris et de Londres où ils ont animé des panels et des ateliers. Ils avaient prévu 200, ils étaient 500, les étudiants très motivés. On avait découvert des porteurs de projets. On va écouter Samia Chaouch, membre de l'association, qui revient un petit peu sur cette journée. C'est une journée très riche qui a rassemblé plus de 500 étudiants avec qui on a pu échanger. Alors c'était intéressant puisqu'ils ont exposé et animé des stands pour présenter leurs projets.
C'était des projets essentiellement tournés vers des thèmes autour de l'écologie, du développement durable, de la santé, donc des projets à fort impact humain et social. Donc c'est intéressant de voir des jeunes étudiants en Algérie, à Tlemcen, proposer ce type de projets qui peuvent apporter des solutions pour l'Algérie et pour le monde entier. Ce qu'on a essayé de leur apporter, c'est des éléments concrets parce que donc on a fait intervenir des entrepreneurs et des personnes qui ont créé des startups, que ce soit à l'étranger ou en Algérie. Donc en Algérie, on avait avec nous Saïd Adnan qui a créé la startup algérienne Bisseha avec un associé issu de la diaspora. Il y avait aussi Essam Faidi qui a créé sa start-up en France autour de l'intelligence artificielle et du Web3. Et aussi 3 jeunes filles, 3 jeunes anciennes étudiantes de l'UABT qui sont venues, qui aujourd'hui ont créé leur start-up et sont venues partager leur expérience avec les étudiants. Les ateliers qu'on a proposés, c'était des ateliers pratiques, de mise en pratique, de mise en situation pour les étudiants. On les a fait participer à ces ateliers. Ils ont préparé des pitchs et ils ont pitché, par exemple, dans un atelier animé par Hamza Kebal. Et donc tout ça, c'est ce qu'on a souhaité leur apporter, c'est des éléments de la réalité de terrain pour les encourager à aller plus loin et essayer de passer l'étape de projet à quelque chose de beaucoup plus concret, de se lancer dans l'écosystème start-up. Et le fait de rencontrer ces jeunes étudiants, de voir cet enthousiasme et cette motivation, c'était vraiment très intéressant pour nous et très enrichissant. Belle photo, hein. Et effectivement, il y a eu un moment très fort, des moments très forts pendant cette journée qui a été bien sûr initiée à l'occasion de la semaine mondiale de l'entrepreneuriat et en partenariat avec le CREA, le Conseil du renouveau économique algérien, il faut le préciser. On salue à l'occasion Faisal Kadour, qui est aussi le président de l'association Diaspora. On termine avec la fille de Bni Marouche. Comme ça, j'ai complété un petit peu le tableau. Qui a franchi maintenant les frontières et qui est aux États-Unis. On a parlé des mais on n'a pas de figue, on n'a pas de figue, on n'a pas de figue, non, on n'a pas de figue, voyons. Désolée, mais la prochaine fois, je ramènerai des figues. Je ne sais pas s'il en reste. Non, ça y est, c'est plus la saison. Bon, des figues sèches. La figue sèche. Moi, je parlais justement de la figue sèche. Une hermane, oui, c'est ça. Comment on l'appelle? Une hermane ou la figue sèche ou Yahwouven ou Karmos. Et sur une note puisque c'est la célébration de la langue arabe et le mois de la langue arabe, j'aimerais vous présenter ce livre de Jamila Amran, la grande militante Couscous de rêve, qu'elle a écrit en 1963, qui a été publié pour la première fois sur Algérie Actualité en 1963. Et c'était sur une page, les nuits du Ramadan à l'époque. Et ce qui est intéressant, c'est que le livre est en français et en arabe. D'accord. Et il est bien illustré. Exactement. Là par exemple, on peut si on a un petit peu de temps, je vais Il reste 1 minute. 1 minute. Alors, on va lire juste lorsque je serai sultan, rêvait-il, je ferai de mon pays un pays où tous les hommes seront heureux, une oasis de bonheur sur la terre. En langue arabe, كان يحلم الأمير الشاب عندما أصبح سلطانا سوف أجعل من بلدي بلدا يعيش فيه الجميع سعداء واحة من السعادة على الأرض. Magnifique. Et c'est la fille de Jacqueline Guérouch qui était connue pour être aussi une grande conteuse, parce qu'elle a écrit aussi des contes de la région de Tlemcen, je pense. Magnifique. Merci exactement ça. Pour cette belle conclusion avec ce livre. On pourra retrouver aussi oui, il est normalement aussi en Algérie. Chez les bons libraires. Chez les bons libraires, notamment chez Selma et Sofiane Hadjadj. Voilà. Merci beaucoup, Fella.
On dit un grand bonjour à toute notre communauté. J'aimerais aussi saluer une fidèle téléspectatrice, Madame Smati, qui nous suit tous les dimanches. Eh ben, on l'embrasse, et toute la communauté algérienne, bien sûr, à l'étranger. Voilà. Merci beaucoup, Fella. Merci à toi, Amel. pour la rubrique. Yazid. Merci, Amel. Merci. à À la toi. prochaine. À la prochaine, bien sûr, à dimanche prochain, ici, à cette même place, même rendez-vous, pris. Donc, et demain, on se dit donc à demain pour un autre Bonjour d'Algérie. Pour ma part, je vous dis merci beaucoup de nous avoir suivis. Excellente journée à vous tous. On n'oublie pas, juste après le bonjour, il y a donc l'instant matin avec Marie Moussaïd. Et bien, on vous dit bonne journée. Au revoir.